Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Aujourd'hui, on est en direct d'Eurobois. On va vous présenter un petit peu ce qu'il y a sur le salon, mais on va surtout vous parler du marché de l'agencement. Pour ça, pour cette table ronde, on a plein de gens autour de la table, donc il y a beaucoup de monde. On va vous faire un petit peu vous présenter, on va commencer par les dames. Donc je vais commencer à ma droite, désolé Anaïs. Aucun problème. Rachel, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Bonjour, Rachel Munier, société Blum France. Oui. Donc Blum est une entreprise autrichienne qui fabrique des composants pour l'ameublement, à savoir des charnières, des coulisses, des composants pour les meubles hauts, mais également des machines, des gabarits, etc. Et on est la filiale française est basée à Rumilly en Haute-Savoie. Rumilly en Haute-Savoie, 74. 74. Non, c'est bon, on reste dans le régional, là on est bien. Là on est dans le local. Ok, et vous, vous êtes sur Eurobois depuis pas mal de temps déjà ? Depuis toujours. Depuis toujours, depuis le Ouais, début d'Eurobois ? depuis toujours. Là on expose en effet sur Eurobois stand 6K72. Ça y est, c'est bon, tu l'as placé. Ça y est, je l'ai placé. Tu sais quoi, là, moi j'ai fait mon taf. T'es contente que je t'ai fait commencer en première, t'as vu ? Moi, mon taf est fait. Derrière, il va falloir que vous le placiez. Oui, on est présent sur Eurobois. C'est pour nous la superbe occasion tous les 2 ans de rencontrer nos clients, agenceurs, artisans. C'est vraiment une rencontre qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Là, en février, on a été un peu frustrés parce que ça a été reporté. Heureusement, on peut enfin se revoir ce mois de juin. Ok. Bon, et du coup, de l'autre côté, on a Anaïs. Oui, alors moi, c'est Anaïs Boitel. Ouais. Je suis responsable communication chez LMC. Donc, LMC. Ouais, LMC, on est distributeur, en fait. Ouais. On n'est pas fabricant. On est distributeur, en fait, de composants pour l'ameublement et l'agencement d'intérieur. Donc, nos clients, c'est tous les professionnels qui travaillent autour de l'ameublement et l'agencement d'intérieur. Aussi bien les architectes que les menuisiers. Un menuisier, un cuisiniste qui a besoin d'une charnière, d'une coulisse. Exactement, comme disait Rachel. coulissant, rotation, aussi des produits un peu plus déco, des poignées, boutons. On a aussi une branche qui fait du sur-mesure, Ouais. des verrières, plans de travail, tiroirs montés. Porte de placard. Exactement. Et une autre branche qui fait du parquet, de la terrasse, des panneaux muraux. Ok. Voilà. Et tu as un stand sur Eurobois ? Et donc, moi, je suis à côté de Rachel, pas très loin, et surtout juste à côté du stand Com, au 6H82. Ouais, ça y est, alors là, tu vois, c'est bon. Voilà. Vous l'avez placé C'est mon toutes les bouffe. deux. Maintenant, les gars, vous avez intérêt à assurer. Elles ont assuré. Hein. Bon, alors, du coup, on a aussi Laurent qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, Laurent Maziès, moi je suis le directeur général de Biesse France. Biesse Ouais. France, c'est une filiale, c'est la 3e filiale. Aujourd'hui, il y en a 39. On a été créé en 95. Et je m'occupe de l'Hexagone, en fait. Voilà. Donc, Biesse, c'est un constructeur italien, né il y a une 50aine d'années, de l'activité du bois, et qui a bifurqué dans d'autres activités. C'est-à-dire qu'on est présent maintenant dans l'activité de la transformation du verre plat, de la pierre tranchée. Ok. Alors il y a des raisons, parce que tout est connexe avec notre marché de l'ameublement. Par exemple, chez un cuisiniste, il fait des meubles, mais il fait aussi du plan de travail, il peut faire des crédences. La crédence. Voilà. Et depuis 4-5 ans, on a accéléré encore une division également Material Advance. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'automobile, l'aéronautique, la transformation, l'enseigne, par exemple. Voilà. Ok, mais vous fabriquez des machines. Alors nous, on est producteur de machines, mais pas que. À la base, notre ADN, effectivement, on est producteur de machines. Donc dans les 4 activités que je viens de citer, mais on a une belle division composants. On est aussi producteur de composants pour aujourd'hui un peu plus de 2000 producteurs de machines, de concepteurs aux 4 coins du monde. Donc on produit des électrobroches qu'on distribue, on produit des moteurs de perçage, on produit des commandes numériques, du software, des cartes d'axe, enfin on produit énormément de choses. De plus en plus, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce qui fait que je suis rentré dans l'activité au sein de Cohome. On ne cherche pas à être simplement producteur de machines, mais à apporter des solutions globales. On a, par exemple, quand on est dans la transformation du verre ou de la pierre, on ne vend pas une machine, on vend une solution et on parle tout de suite du produit fini, quoi. Si on vient façonner une pièce de verre, si on vient façonner un produit, du granit, du marbre ou autre, il faut qu'on montre le résultat final, quoi. Donc on a également une activité d'outillage. D'accord, ok. Mais qui parle d'outillage, parle de conseil, voilà. Et c'est là où on est vraiment différent. Et là, directement aux professionnels ou aux grossistes, ou vous adressez à tout le monde ? Non, nos clients sont les fabricants, quoi. Directement. Petits, moyens et grands, oui, directement, ouais. En gros, tu as un fabricant de meubles qui te dit, par exemple, j'ai besoin d'une solution pour sortir des meubles, d'une machine pour sortir tel type de meuble. Oui. Tu peux lui proposer une solution clé en main avec tout, quoi.
généralement, c'est nous qui allons vers lui et qui sommes force de proposition. Oui, c'est ça. Oui, que ce soit, mais pas seulement fabricant de meubles. Bon, là, on est les Eco-Homes, ça fait partie de l'ameublement français. C'est clair qu'on est en plein cœur de l'activité du meuble, mais tout ce qui est agencement, on peut faire, je sais pas, de la caisse, on fait tout un tas de choses. D'accord. Bon, ok, ben on en reviendra tout à l'heure. Et t'as un stand sur Eurobois ? Oui, merci de me poser cette question. Au 6K 128. On a un très beau stand avec un nouveau concept. Je peux en parler également, mais voilà. 6K 128. 6K 128. Généralement, comme machiniste, on y porte beaucoup de solutions de machines. Mais bon, je veux pas avoir un ego supradimensionné, mais étant donné qu'on est assez représenté sur le territoire français, parce que l'année dernière, on a clôturé à 55 millions. Ça représente un peu plus de 450 machines spéciales à commande numérique vendues dans l'Hexagone. Donc on est connu maintenant sur tous les sites. Voilà, s'il y a besoin de voir nos catalogues, nos dépliants, même nos tarifs, tout est accès. Voilà. Et le Covid nous a remis un peu en question. C'est-à-dire, est-ce qu'on porte beaucoup de machines et on expose nos techniciens ? Le Covid fait aussi qu'on a poussé à la réindustrialisation en France, mais aussi ailleurs. Et donc, on est dans une période où on vend énormément et où nos clients achètent énormément. Ça veut dire que l'activité c'est bien parti, quoi. C'est juste magique. Voilà, je pense qu'il suffit de faire le tour de mes collègues dans la foire, et tout se passe très très bien. Et cette année, nous, on a limité la présentation des solutions présentées. On y présente un centre d'usinage solution horizontale et une solution verticale. Donc, pour tout ce qui est découpe, mise en forme, perçage, rainurage d'un panneau, d'une pièce de bois. Voilà. Okay. Et on a mécanisé une solution, robotisé l'autre solution. Parce que là aussi, on est un peu dans le move du moment où... la pénurie de ressources et de ressources compétentes bat son plein et on essaye de proposer des solutions de plus en plus autonomes. Que ça soit, à une époque, c'était vrai pour l'industriel, mais on est descendu dans la PME et aujourd'hui, on est force de proposition aussi pour l'artisan, pour proposer des petites solutions autonomes qui, malheureusement, travaillent un peu toutes seules. Bon, n'ayez pas peur, les bichons. Il n'est pas en train d'essayer de vous remplacer. Non, parce qu'il faudra toujours diriger les machines. D'accord ? Elles ne nous dirigeront pas. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas remplacer l'humain. C'est l'humain au cœur des machines. C'est l'intelligence qui est là. Et c'est ce qui fait grandir. On n'a jamais fait faire de dépôt de bilan à un client quand on a vendu des machines. C'est bon, ça va rassurer. Notre dernier interlocuteur, c'est Wilfried. Oui, bonjour. Bonjour, Wilfried. Bonjour à tous les bichons. Wilfried Baudet, donc je suis chargé de la division Desclagne chez Linac France, donc, qui est donc une des filiales, la filiale française du groupe Linac, qui est danois. Okay. Donc on a 34 filiales dans le monde. Linac, c'est un gros groupe, comme tous les collègues autour de la table. Et donc on fabrique chez Linac des systèmes de motorisation qui sont destinés à différents domaines d'activité, mais pour ce qui nous concerne ici, ces jours-ci, au sein de la gamme Descline, on a des produits, des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas uniquement le moteur, mais on fabrique également toute l'électronique de contrôle, les câbles pour le branchement de tout ça, les softs qui permettent éventuellement de réaliser des programmations spécifiques et de simplifier l'installation des produits pour les installateurs, les agenceurs, etc. Donc nos produits, on va les retrouver sur... des bureaux, et c'est là où on est relativement connu, puisque Linac fabrique quelque chose comme 2 500 000 piétements par an. Donc ça fait beaucoup de bureaux implantés dans le monde. Ça commence, ouais. Mais nos produits, on les a déclinés aussi pour des usages sur d'autres applications, comme par exemple l'escamotage. Donc on peut escamoter énormément de choses dans le meuble ou dans le meuble meublant, dans les cuisines. Ça peut être des écrans. Avec le Covid, on a vu beaucoup de gens qui travaillaient sur des redesigns de cuisine, qui souhaitent réaménager leurs espaces pour pouvoir intégrer un écran qui s'escamote du plan de travail, de manière à pouvoir travailler en télétravail dans sa cuisine, des choses comme ça. L'écran, je l'avais encore pas vu dans la cuisine. J'avais vu les prises, j'avais vu les blocs de prises. Si, mais ça commence à venir. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. On peut pas vivre sans télé. C'est vraiment, on est devenu un monde où il faut une télé même dans sa cuisine. Pour avoir l'écran PC, pour pouvoir travailler dans son... pour avoir sa recette et tout. Dans son espace.
Et puis, on va jusqu'à installer des systèmes de motorisation sur des meubles très spécifiques, sur des marques assez reconnues comme Roche-Beaubois, des gens comme ça, qui intègrent aujourd'hui nos produits sur des bars, sur des systèmes de vaisseliers. Ok, tous des systèmes où on peut ajuster la hauteur, par exemple, avec son moteur. C'est-à-dire qu'on va escamoter une partie étagère pour la rendre invisible lorsqu'on n'utilise pas le meuble, en fait. Ok. Donc, on motorise aussi des caissons de cuisine. C'est-à-dire qu'on vient remplacer les piétements plastiques, souvent ajustables, qu'on retrouve sur les caissons traditionnels, par des moteurs qui permettent d'aller régler de manière ergonomique le plan de travail en hauteur, pour faire face aux différences de taille. En mode PMR, par exemple, on va pouvoir adapter ce que on peut avoir, par exemple, son mari ou sa femme qui est handicapé ou qui a besoin d'adapter, et on peut avoir différentes hauteurs selon la personne qui utilise. Alors, le PMR est aussi un des angles de travail de la société. On travaille avec des partenaires. D'ailleurs, je crois que vous avez un de nos partenaires qui va intervenir, qui est basé sur Saint-Étienne. C'est peut-être après-midi ou demain, enfin bref, qui fait que ça, de l'adaptation de cuisine PMR pour les personnes à mobilité réduite ou pour les seniors, en fait. Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est de pouvoir redescendre un meuble haut à une hauteur plus facilement atteignable pour accéder au fond des placards, mais aussi, par exemple, régler la hauteur du plan de cuisson ou du plan de lavage. En fait, Mais quand tu dis régler la hauteur, ça veut dire que tu as un bouton et tu bouton. Ajustes ta hauteur directement. Ouais. C'est pas, on parle pas de réglage, on est d'accord, de charnière de porte, non, pas du tout, choses comme ça. Non, c'est vraiment un moteur. De l'ensemble, quoi. Sous l'effet d'une action sur un bouton, où on a même aussi des télécommandes Bluetooth ou radio qui peuvent être implantées sur des fauteuils roulants, par exemple. Qui permettent donc de réaliser tous ces réglages. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout l'écosystème est fabriqué par l'INAC, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas que le moteur, on fabrique le moteur et les systèmes de contrôle. Et le software, donc la partie pilotage de tout ça, est programmable assez facilement par nos clients. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller changer une hauteur, changer une vitesse, changer une butée. C'est des variables qui sont accessibles, quoi. Même pour quelqu'un qui n'est pas programmeur, on peut se permettre de... Oui, c'est un logiciel maison, l'INAC, qui est implantable sur PC, mais qui vient permettre d'effectuer des réglages par des cases à cocher assez basiques. Bon, il est en anglais, mais avec une aide, c'est assez facile à utiliser. Ok. Donc, pour un client... on va dire, pour la première installation, il va s'essayer un petit peu, mais globalement, c'est assez facile. Parce que, tu sais, les bichons, ils ont toujours peur. À chaque fois, je remarque dans les émissions, dès qu'on leur parle d'électronique et de connectivité et tout, ça fait toujours peur. Alors, attention, entendons-nous bien, hein, c'est un système qui peut être utilisé dans le cas de projets spécifiques. Mais dans la plupart du temps, c'est jamais, ça reste un bouton jamais manuel, réglé par le client, quoi. Ça arrive d'usine et c'est piloté comme ça, quoi. C'est si jamais on trouve par exemple que le meuble bouge trop vite ou trop doucement, oui, par exemple, on peut ajuster, dans des configurations spécifiques, c'est-à-dire que le meuble il est installé dans une zone où on est sur une rénovation, il y a une fenêtre à proximité ou un bout de muret qui est en excroissance par rapport au plan du mur. Il s'agit de stopper le meuble avant la butée, avant l'obstacle. Bon, là, on a des moyens, quoi, en fait. D'accord. Ça permet de customiser l'implantation, quoi, et faire face aux problématiques que peut rencontrer le poseur. Ok, ça roule. Bon, on a fait un petit tour de table qui était un peu long, mais au moins c'était exhaustif, on sait qui est qui. Donc on part sur de bonnes bases. Moi, ce que je voudrais, alors je ne sais pas qui est-ce qui va s'y coller, ça sera sûrement Rachel, parce qu'elle avait l'air bien à l'aise là-dessus, ou Laurent, mais qui est-ce qui va nous parler du groupement de l'ameublement français? Parce que depuis tout à l'heure, vous en avez tous parlé, mais qu'est-ce que c'est? Parce que pour les bichons, là, le groupement de l'ameublement français, c'est un peu du chinois, là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je me lance et puis mes collègues vous pouvez compléter, hein, vous si inquiétez besoin. pas. Donc, l'ameublement français, c'est un syndicat qui accompagne toute la filière ameublement en France. Okay. Et au sein de ce syndicat, il y a différents groupements, on va dire des commissions, pour peut-être simplifier un peu, dont le groupement des équipementiers. Donc les équipementiers, comme son nom l'indique, sont les entreprises qui vont fournir des composants si on parle de Blum, de la machine si on parle de Biesse, de la verrerie, enfin de la verrière par exemple si on parle de LMC, pour l'ameublement en France.
Et donc, ce groupement, ce sont 14 équipementiers autour de la table. Et c'est la force du collectif, je dirais. C'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble à comment mutualiser nos propres produits, innovations, pour les mettre finalement au service de l'agencement et de l'agenceur. On a aussi cette capacité, grâce à l'ameublement français, ce syndicat quand même qui est puissant et qui a des méthodes d'analyse, on peut observer des tendances et puis c'est presque un groupe de pensée qui détecte des tendances et qui, et c'est la naissance un peu de Co-Home finalement, de Co-Home 2 notamment, qui détecte la tendance du co-living et tous les équipementiers autour de la table s'emparent de cette tendance du co-living pour y mettre des innovations à l'intérieur et c'est presque de l'inspiration qu'on vient mettre finalement à disposition de l'agenceur en lui disant voilà, le co-living c'est une tendance, on prend entre guillemets ce prétexte, cette tendance-là pour te montrer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un hall d'hôtel ou dans un... Comme disait Laurent, comment on y rentre? C'est quoi? C'est un petit club fermé? C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut y rentrer? Parce que tu sais, syndicat, groupement, ça fait un peu... vous faites ça entre vous dans votre coin. N'importe quelle personne qui fait partie de l'agencement, etc., peut y rentrer? Alors, n'importe quelle entreprise qui est un équipementier de l'agencement, de l'ameublement, oui, peut. C'est pas bloqué, c'est pas. Il faut se faire connaître auprès de l'ameublement français et signaler son envie de rentrer dans le groupement équipementier ou dans un autre. Puisqu'il y en a, il y en a moult. Vous avez des choses à rajouter sur l'explication du groupement de l'ameublement ou elle a été bien claire, Rachel? Elle était bien claire. Non, le projet Co-Home 2 là, dont tu parles, c'est un projet intéressant parce qu'on surfe sur un fait d'actualité, c'est les espaces partagés. Et on s'est dit comment essayer de faire le buzz, parler de nos produits en montrant notre savoir-faire. Et là, on a mutualisé en fait tout ce qu'on sait faire, nous tous, toutes nos compétences, avec les technologies des uns des autres, et c'est arrivé sur un projet abouti, quoi. On est capable, à la limite, on pourrait, quelqu'un qui nous appelle, un agenceur qui ne sait pas comment refaire un aménagement d'espace, il pourrait nous confier le projet et il nous manquerait un maître d'ouvrage pour piloter tout ça. Et voilà. Donc on essaye d'être apporteur de solutions, d'être différent par rapport des fournisseurs de charnières ou d'autres machinistes. Il y en a plein le salon là. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? C'est que voilà, c'est la mutualisation de nos compétences. C'est savoir ce que fait l'autre aussi, quoi. C'est savoir ce que fait l'autre, on est très complémentaires. Nous, on n'est pas... on fait partie de l'ameublement français, donc on a une obligation de... Il y a une règle sur la concurrence. N'importe qui peut rentrer à l'intérieur de ce projet, ce groupement. Aujourd'hui, ça ne s'est pas présenté une époque sur les charnières, mais après, faut que la mayonnaise prenne un petit peu et que ce soit toujours constructif. Et que ce soit constructif, exactement. Qu'on avance ensemble. On se réunit quand même assez fréquemment. Ce qui est important, c'est d'être moteur, c'est ce qu'on attend. C'est pas faire partie des équipementiers pour se dire qu'on est dans le syndicat, mais c'est vraiment d'être moteur, de vouloir apporter des choses, de participer. De développer la filière. Voilà, parce que c'est tout l'intérêt. Et les équipementiers, c'est quand même le groupement qui est reconnu pour être très actif au sein de l'ameublement français. Et ça fait partie de l'ADN et c'est ce qu'on attend de n'importe qui demain voudrait se joindre à nous. C'est de venir avec de l'envie, l'envie de montrer ce qu'il peut faire, de partager et de participer. D'avoir des idées, en gros, de faire évoluer la filière, parce que c'est ce que vous disiez depuis tout à l'heure, c'est en permanente évolution, et là, ces dernières années, ça évolue aussi rapidement. On n'a peut-être pas eu le choix avec le Covid, qui a apporté beaucoup de problèmes. Et vous avez aussi apporté beaucoup de solutions. Beaucoup de remises en cause, oui, exactement. Ouais, il y a eu beaucoup de remises en cause automatiquement, parce qu'il y a eu une grosse perte de marché lors du Covid pour tout le monde. Hein. Je parle sous couvert, mais ça a été pour tout le monde le même système. Et je pense qu'il fallait trouver d'autres moyens, parce que vous parlez depuis tout à l'heure de co-living, espace partagé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que moi, pour vous, ça paraît concret, mais pour un particulier ou pour un artisan, le co-living et espace partagé, c'est quoi? C'est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les millénials, tous les jeunes qui sont nés jusqu'en 2000, sont des... Les millennials, c'est tous ceux qui sont nés dans les années 2000, c'est ça? J'ai plus la fourchette, mais c'est jusqu'à 2000, je crois. C'est les jeunes, quoi. C'est les jeunes, je l'ai pas dit, moi, t'as vu? Moi, je peux le dire. Ces gens-là qui se retrouvent sur le marché du travail maintenant, ils aspirent pas forcément à la propriété pleine, en fait. Ils recherchent aussi à pouvoir partager les choses. Partager des espaces. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être propriétaire
d'un petit espace, en gros l'espace de nuit, la salle de bain, et puis de pouvoir vivre dans un... En mode coloc, quoi. En mode coloc. C'est assez proche de la colocation. Partager un espace de vie avec aussi éventuellement des services autour. Et vivre quelque chose de différent, quoi. Et ça, c'est une tendance que vous voyez chez des particuliers ? C'est une tendance qui... Parce que je l'ai vu chez des pros, tu sais, avec des grandes pépinières, avec des espaces, etc. Mais par contre, je ne l'ai pas vu encore chez les particuliers, quoi. C'est une tendance qui arrive fort dans les grosses métropoles où le coût de la vie est relativement important, quoi. Le coût de l'immobilier, du foncier, donc il ne permet pas forcément à des jeunes qui démarrent de s'acheter, de s'offrir un T3, un duplex ou je ne sais quoi. Donc ils c'est n'ont une pas solution. forcément envie. Et on parle des jeunes, mais... Ils n'ont pas forcément envie. C'est ça, Et il n'y a pas que des jeunes, c'est ça aussi, quoi. C'est un sujet autour des retraités, des seniors. Pour les seniors, je comprends totalement le fonctionnement. Par contre, c'est peut-être dû à mon âge. Moi, j'ai 40 ans bientôt. Et je me voyais mal. Au contraire, moi, à mon époque, quand on était plus jeune, on avait un besoin, tu vois, d'indépendance, de se dire je vais être chez moi, je vais plus être regroupé. Même si la fac, c'était top, les trucs étudiants, c'était super. Mais je trouve qu'on avait plus envie d'indépendance par rapport à maintenant. Moi, j'ai des copains qui ont 35-36 ans et qui sont encore en coloc et qui veulent pour rien au monde avoir leur appart. Et alors, peut-être quand ils auront des gosses, mais pour l'instant, ils n'ont pas envie de s'enquiquiner avec ça. Il y a une notion de liberté aussi, d'être à un endroit où on peut bouger du jour au lendemain et revivre la même vie ailleurs. Sans se dire si je veux bouger, il faut que je revende. Il y a moins de contraintes. Voilà, il y a c'est pas faux, plus de liberté. C'est ça. Mais c'est une vraie tendance, en effet, le co-living, le co-working, si on parle pour le travail. Tu vois, je savais pas Là, en fait, pour Com, on est parti du constat d'une réalité. Les hôtels, certains ont beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Et là, on est parti sur l'idée d'un hôtel dans le secteur de Belleville à Paris qui doit se réinventer, entre guillemets, parce que l'hôtel a beaucoup trop souffert pendant le Covid et qui se transforme finalement en espace de co-living avec des espaces partagés sur la partie du rez-de-chaussée et au-dessus des appartements que les gens vont occuper pour une semaine, 2 mois, 6 mois. Pour répondre à ta question sur la tendance de la mobilité, moi je suis un peu plus âgé que toi. À une époque, quand je faisais du recrutement, on me parlait de salaire. Après, on me parlait de RTT et maintenant on me parle de home office et de mobilité. Et si t'es pas open à ça, tu recrutes pas, t'es pas séducteur, il suffit pas de bien payer aujourd'hui. Parce que ces gamins, là, les Y et les Z, maintenant, ils aspirent à autre chose. Mais c'est bien, c'est ça, ils aspirent pas à la pleine propriété, même pas à la propriété. C'est vrai que le salaire, tout. maintenant, c'est important, il n'y a pas de problème, mais il y a ce que tu dis, il y a le confort de vie, et le gars, se taper 2h30 de route... il n'en a pas spécialement envie, même s'il gagne 5 000 balles par mois, c'est peut-être pas sa passion, quoi. C'est ça. Donc, et ils aiment aussi les smartphones et tout ça. Je veux dire, on est dans l'ultra-communication maintenant. Donc, rentrer chez eux, même si t'as un beau petit appartement, machin, et t'es tout seul, tu t'ennuies un peu. Alors que là, c'est même plus... ils ont fait sauter les leviers des âges et tout ça. C'est vrai que maintenant, ils regardent plus ça, quoi. On est rentré dans une économie de partage, en fait, aujourd'hui. On n'achète plus sa voiture, on blablacar, on n'achète plus ses CD, on Netflix. Tout ça, c'est de faire... Mais c'est pas plus mal, ça a aussi une démarche écologique qui, à la base, n'était pas... On était dans une société de consommation où, tu vois, on consommait le truc, on jetait, etc. Maintenant, on est, comme tu dis, avec le blablacar, la revente, réutiliser des trucs, les repartager. Ça, c'est pas mal. Ça part d'une bonne intention aussi, quoi. C'est ne pas posséder, mais tout partager. Partager les moments, les expériences, les lieux. C'est difficile. Moi, je te promets que ça, comme concept, j'ai un peu... Alors, je vais faire mon vieux jeu, mais j'ai du mal, en fait, de... Moi, j'avais vraiment comme objectif, quand j'étais gamin, de me dire, tu vois, je vais avoir quelque chose qui m'appartient, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est... avec mes neveux, avec la famille, c'est plus du tout, ils en ont rien à faire, quoi. T'es un jeune vieux, en fait. Mais c'est ça, j'allais dire un vieux con. Vous êtes la génération. T'es déjà de l'autre côté, là. On est has-been, tu vois, déjà à 40 ans, t'es has-been, quoi. Je me foutais de mes parents, mais voilà, quoi. Après, il y a aussi une notion d'avoir accès à quelque chose de plus qualitatif. Là, que tu n'aurais pas pu te payer tout seul, quoi. Sur le projet Co-Home, on possède sa chambre, sa salle de bain, mais à côté de ça, on peut bénéficier d'une cuisine qui est canon, d'une salle de jeu qui est hyper
attractifs, des choses qu'on n'aurait pas pu posséder si ça avait été à nous seuls. Du coup, c'est hyper intéressant, ça, de pouvoir offrir une expérience de vie beaucoup plus riche à des gens qui pourraient pas forcément se la payer. Et puis, et on le partage. Et c'est tant mieux. C'est même pas une contrepartie. Ça pourrait être... la contrepartie, c'est que je dois le partager. Sauf que là, c'est un truc de merde parce que on est à 5 dedans, etc. Non, chacun garde son indépendance quand il le souhaite, finalement. Et le partage devient positif. On est dans une génération où c'est pas une contrepartie. C'est un bonus. C'est en plus tout ça, je le partage avec d'autres gens qui ont d'autres âges, d'autres vies, d'autres modes de vie. Et donc ça devient encore plus riche. Donc pour ces générations-là, mais c'est bien parce que ces générations-là, qu'elles s'y mettent tout de suite. Je pense qu'en l'occurrence, nous, on va avoir un petit problème générationnel là-dessus, parce que les personnes âgées, elles vont en avoir besoin. Tu vois, il y a de plus en plus de personnes âgées. Elles en ont besoin. Elles en ont besoin déjà actuellement. Je suis d'accord. Et on voit que le prix d'un EHPAD ou etc. C'est hors de prix. Ça devient inaccessible pour 90% des gens. En France ou en Europe, on n'a pas cette culture comme aux États-Unis, la culture saxonne, où tu prends soin de ta famille avec, tu crées une grande maison où tu mets un espace pour ta mère, pour tes parents. Enfin, il y en a peut-être des endroits en France, mais moi, en tout cas, chez moi, ça se fait pas. Et c'était même à l'époque un peu mal vu quand tu faisais ça. Et on se rend compte que maintenant, les espaces partagés, pour moi, ça va avoir un gros rôle là-dedans, parce que même si les gens veulent garder un peu de leur indépendance et pas se taper leurs parents toute la journée, etc., on va avoir des systèmes avec des médecins, avec des sages-femmes, avec des auxiliaires de vie qui vont pouvoir regrouper des gens et s'occuper. Je pense que ça va vraiment prendre tout son sens. Et ces gens-là qui prennent l'habitude, les millennials, comme tu dis, là, qui prennent l'habitude de cette démarche-là, pour eux, ça sera naturel. Pour nous, ça va être un peu forcé, je pense, mais pour eux, ça va vraiment être naturel. Et je trouve que c'est pas mal, parce que la solidarité, c'était vraiment un truc qui était devenu... c'était un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, tu vois. Donc, je pense que s'il y a vraiment une tendance là-dedans, ça va être très important, quoi. Mais ça veut dire aussi que nos artisans, nos agenceurs doivent se préparer à cette tendance, voire même être déjà prêts, puisqu'elle elle est ancrée, cette tendance maintenant. On est dans une réalité. Et avoir des solutions pour permettre d'agencer finalement un espace partagé. C'est pas la même chose tout le temps qu'à la maison. Comment avec les salons, grâce à Bichon Télé, au projet Coom. Mais ce que je veux dire, par exemple, concrètement, moi, si je suis artisan, je suis menuisier, je viens voir Bloom et je dis, tiens, par exemple, j'ai de plus en plus de demandes pour des trucs partagés. Est-ce que tu as des produits spécifiques là-dedans ? Bien sûr. Et vous avez une gamme spéciale On n'a pas une gamme spéciale. Par contre, on a des personnes d'expérience et expertes qui vont pouvoir guider vraiment l'artisan ou l'agenceur en lui disant oui, en effet, c'est une vraie tendance identifiée. Voilà tel type de produit qui va te permettre de répondre. Regarde le projet Coom. On présente le projet Coom, puisqu'il est bourré de solutions Bloom et de solutions de chaque équipementier autour de cette tendance du co-living. Donc en fait, oui, on accompagne au maximum en dirigeant vers Coom, parce que Coom est vraiment un super exemple de réunir toutes les compétences de tout le monde et de présenter plein de solutions dont l'artisan s'empare pour faire du co-living, mais peut-être que demain, ça sera pour faire un magasin ou Dieu sait quoi. Et en fait, pour résumer pour les bichons, le co-home, c'est votre groupement de l'ameublement français. Vous êtes regroupés. C'est un projet. C'est un projet. C'est le projet. C'est un projet, mais vous êtes tous regroupés pour le mener à bien. On est d'accord. Équipementier. Ouais. C'est ça. En fait, c'est un exercice de style. C'est notre savoir-faire. Voilà, on a montré... regardez ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ensemble. Votre vitrine, quoi. Ouais, et on le présente à Eurobois, puisqu'on a le village des équipementiers où on est tous là. Et autour de Coom, on a notre projet Coom qu'on présente. C'est la partie qui est au fond du salon avec... on a un pavillon. Dans le hall qui est 6K, 6J. Je me rappelle plus du nom, et c'est celui qui est un peu à part où il y a tout. D'accord, ok. Donc, ce qui est pas mal, c'est que si jamais tu croises un équipementier Bloom et que tu as besoin, pas besoin d'acheter des charnières, mais que tu as un problème de luminaire, un problème d'adaptation d'un meuble ou comment usiner quelque chose. On a tout le monde sous la main, quoi. Là, il va te dire, attends, j'ai un pote qui fait que... Là, voilà, on sait vers qui envoyer systématiquement. Effectivement, on présente la maquette du projet Coom, parce qu'il était compliqué de réaliser à l'échelle 1 un tel projet. Et donc la maquette, c'est un peu la curiosité, ça permet de voir un petit peu ce qu'on a fait, donc c'est intéressant pour les architectes,
ou les gros agenceurs Mais qui ce qui est intègrent sympa cette sur le projet dynamique-là. Coom, c'est qu'il y a une histoire. Parce qu'il y a des petits personnages, mais c'est pas juste des petits personnages de déco. À chaque fois, ils identifient une personne avec un besoin, un âge, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient rechercher à l'intérieur de cet espace partagé. Et tu as aussi, évidemment, tous les codes barres pour l'INAC, SFL, Bloom, BS. Voilà, tu Ouais, scannes pour et avoir tu les vois notre pièces. savoir-faire. Ouais. Directement dans le Mais projet, c'est tu une te vraie dis tiens, histoire. ça, je peux le trouver, c'est ça. quoi. Ouais. C'est Mais ça. en fait, on a raconté une histoire. Ça part d'un besoin, d'un réel besoin, d'accord, social. Et là, on a construit un espace pour ces gens, pour qu'ils puissent vivre, travailler. C'est 30 personnes en fait d'horizons très différents, d'âges très différents, qui ont C'est ça. des modes de vie différents, qui vont être là pour longtemps, pas longtemps. Et autour de cette histoire et de ces gens-là, on a construit le lieu qui est adapté à Et ça. Voilà, l'autre truc qu'on peut dire, tout à l'heure tu parlais d'EHPAD, mais c'est vrai que c'est pour des personnes âgées, que des personnes âgées, un EHPAD. Quand on parlait, je sais pas, jusqu'à présent, il n'y avait pas de ce mélange de genre et d'âge. Oui, Aujourd'hui, exactement. ça c'est une vraie tendance. On est en train de le Ça, trouver. c'est top, parce que plutôt que de sectariser en disant, tiens, les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, etc. C'est donc- ça que je disais qui me manque par rapport à la culture saxonne qui est différente, où on a des jeunes qui sont très contents d'aller avec des personnes âgées et les personnes âgées sont très contents que des jeunes Parce viennent. qu'ils leur Tu vois, apportent ils quelque apportent chose. d'autres choses, quoi. C'est ça. Donc, Voilà. je trouve que le partage là-dedans est important. Quoi. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'agencement, il faut être un peu créatif, il faut avoir des solutions. Parce que tu dois. Un meuble pour une personne de 70 ou 75 ans, c'est pas la même chose que le besoin de quelqu'un qui a 25 ou 30 ans. Les hauteurs, Et déjà, et comme les tu dis, hauteurs, les- donc ça doit être adaptable, les lumières, tout. Voilà. Le type de porte, savoir si c'est une porte qu'on tire, qu'on C'est pousse. ça, ouais. Parce que pour un jeune, ça va peut-être paraître super simple d'appuyer et que tu sais, les push Push to Ouais. open. push. Ouais. Je vais dire une bêtise sur le nom, mais ça paraît Push-lash. peut-être super simple pour un jeune. Moi, mes grands-parents, quand ils arrivent là-dedans, ils savent pas quoi faire, quoi. Oui, mais Tu vois, la poignée. Ils prennent le pli parce que c'est Très super vite, hein. pratique, Ouais. bien sûr. Non, Ils mais c'est comprennent rapidement. déstabilisant Ils s'habituent et très vite. c'est bien d'avoir les différentes personnes qui peuvent expliquer, tu vois. Le jeune qui est avec un vieux, il va apprendre plein de choses d'un vieux. Je vais me faire des amis avec jeunes et vieux, mais tu vois ce que je veux dire. Une Mais c'est personne vraiment âgée, du pour un partage jeune, d'âge, ça on a tous, bien sûr. on apporte tous quelque chose de différent et c'est très revitalisant aussi pour une personne âgée, plutôt que d'être qu'avec des personnes âgées, d'être avec des jeunes. Bien sûr. C'est saoulant sur certains points, mais voilà. Après, on est sur des fonctionnalités qui restent standards. Enfin, c'est des ouvrants, c'est des systèmes de levage. Il n'y a rien de très compliqué, quoi, fondamentalement parlant. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, mais on a la cuisine à l'échelle 1. Oui. Ah, vous l'avez C'est-à-dire qu'on directement. a une sur le maquette stand. pour l'ensemble du projet Coom et on a eu la chance de pouvoir avoir la cuisine à l'échelle À l'échelle 1 1. toujours sur notre On village se des projette dans équipementiers. l'espace, en fait. Et le Et on projet vous invite à venir Coom en nous voir. lui-même, il est où? Il y a un endroit où on peut le voir complètement? Non. Non, Non. c'est juste. Il est maquetté. Il est Il est maquetté. modélisé, en Il est gros. modélisé. Il est modélisé. Ouais. Et on peut le visiter en virtuel ou. Oui. Oui, à Sur- partir Je, là je sur pose le des questions, hein, Si, tu sais, en mais tant bien- que geek. Sur le stand Mais Coom, transition, parce qu'en effet, on peut avoir une visite virtuelle là sur le stand Eurobois, Ah, en pendant réalité Eurobois, virtuelle sur le stand Oui. des ouais, là, en ce équipementiers. moment, Un Tout des à fait. équipementiers s'appelle 2020, il est producteur de software et il a modélisé et tu te balades dans l'espace, c'est super Ah, génial. et Ah, c'est top. tu peux jouer avec les boutons, tu peux monter les trucs comme On si est en t'étais- pleine gamification. Oui. Ouais. Ah, c'est trop bien ça. Ah non, il nous a- Je vais aller jouer tout à l'heure. Non, mais voilà, mais ça veut dire, par exemple, une personne âgée va dans sa cuisine, baisse son plan de travail, le jeune qui fait 1m95 parce qu'il est grand et que c'est un jeune, il vient, il peut la remonter. On peut directement adapter plusieurs éléments de la cuisine. C'est vraiment l'idée, c'est que Ouais. la cuisine, mais la bibliothèque, mais l'espace de jeu, que tout soit adaptatif, modulable en fonction de qui est là, qui ouais. utilise quoi. Après, c'est un éclairage sur cette thématique du co-living qu'on a apporté, mais bien entendu, derrière, il y a forcément différentes typologies d'esthétique de co-living. D'ailleurs, je suis persuadé que demain, comme au niveau des coworking, on aura des espaces de co-living, entre guillemets, hype, ou très branchés, avec ou des espaces de co-living qui seront plus seniors, qui géreront plus facilement la thématique de la mobilité réduite. Ouais. Nécessairement, ça va évoluer. Mais Bah, de toute façon, vu le coût des énergies,
le coût du chauffage, le coût de C'est l'électricité. Aussi. Le co-living, on va y venir de toute façon. Alors on va y venir peut-être avec des gros centres, avec je sais pas, des immeubles. On peut envisager des immeubles qui sont en co-living. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être faits de façon assez sympa. Mais on va y venir parce qu'avec le coût des énergies, que ce soit les personnes âgées ou les jeunes ou les actifs, on va tous galérer à un moment à payer cette énergie-là. On va y venir aussi parce que... alors moi, par exemple, si je peux donner une expérience personnelle. Bies France, on a déménagé 3 fois en fonction de la croissance. Et les derniers bâtiments, on est des locaux aussi, puisqu'on est basé à Brignais, là, dans la périphérie de Lyon. Et on a 1800 mètres carrés. C'était très confort en 2007, quand j'ai fait construire le bâtiment, parce qu'on était 42 personnes. Mais j'ambitionnais d'être une soixantaine. Aujourd'hui, on est 115. Donc j'en ai 2, voire 3 par bureau. C'est devenu très inconfortable, pas très esthétique quand on fait visiter à un client. Voilà. Donc, d'une façon... j'avais pas envie de redéménager encore une 4e fois ou de construire encore. Il y a beaucoup de contraintes. C'est pas seulement l'aspect financier. Donc, on commençait à réfléchir à l'externalisation de nos compétences. Donc, à faire du home office. Donc, on avait commencé il y a 4 ans avec la personne qui s'occupe de l'outillage, avec un softwareiste, avec un outliner. On a bien mis en place des règles. C'est toute une question de management, de contrôle. Et une fois on s'est rendu compte que la performance était là, voire ils étaient plus performants encore. Plus. Voilà. Le Covid a fait que on a envoyé toute l'écurie à la maison. Et comme on avait déjà une petite expérience de la mise en application, ça s'est très très bien passé pour Bies France. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est l'ennui. L'isolement et l'ennui. Si vous venez en Bies France, moi je suis un vrai coach. On se marre bien, on rigole bien, on travaille. Mais, et du coup, cet esprit d'équipe, quelqu'un l'a perdu. Et au retour, j'ai dit, bon, ok, on va commencer à l'organiser, le home office, d'une façon structurée, service par service, en fonction des besoins de l'entreprise et aussi de la volonté du bien-être du personnel. Et j'ai des gens qui m'ont dit, moi, j'espère qu'il n'y a pas de caractère obligatoire parce que je ne veux surtout pas. Et je veux surtout pas parce que chez moi... je suis tout seul, ou chez moi, mes gamins sont partis. Et, ton lieu de vie n'est pas forcément adapté. C'est ça. Ça, c'est un vrai problème sociétal. Là, c'est là où ça fait du sens. C'est-à-dire que jeune, vieux... il n'y a pas de... C'est pas qu'une question d'âge, finalement. Non. En effet, là, c'est parce que le sujet qu'on a abordé dans le projet COM, dedans, il y a cette histoire d'âge. Mais finalement, c'est aussi une question de mode de vie. C'est comment on aménage un lieu pour vivre bien ensemble. Quand il y en a un qui travaille sur place, qui a besoin d'être au calme et isolé, un qui veut faire son cours de yoga en pleine journée parce qu'il a des horaires décalés. Il y a les gosses, il y a les machins, exactement. Il y a toutes les contraintes qu'on a. Là, on parle beaucoup de l'âge, mais finalement, c'est juste comment on met notre expertise au service de lieux de vie qui sont fonctionnels, pratiques, adaptés à tous les modes de vie, à tous les âges, et esthétiques, parce qu'on a un gros sujet quand même aussi. Le tout n'est pas que de faire du fonctionnel, c'est qu'on essaye vraiment... Le but, c'est pas de faire un open space en mode moche. Exactement, donc il y a un gros sujet autour de l'esthétique aussi. Là, si je peux ajouter un truc, moi, par rapport aux bichons, parce qu'il m'a semblé comprendre que c'était des petites entreprises, des artisans... C'est essentiellement les bichons, c'est essentiellement des artisans. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Des bricoleurs avertis. Et on va pas leur expliquer comment faire des meubles ou aménager un magasin, parce qu'ils sont beaucoup plus professionnels, ils ont beaucoup plus de compétences que nous là-dessus. Par contre, là, on est en train de parler de compétences différentes, parce qu'il faut plaire à quelqu'un qui a 20 ans, à un besoin. Le cahier des charges est compliqué à coucher sur papier. Et donc, nous tous, on a un petit peu réfléchi au sujet. Et c'est là où on peut être force de proposition pour apporter des solutions. Mais vous, on va voir qui ? Parce que depuis tout à l'heure, on dit on peut être proposition, mais on va voir qui ? Parce que c'est quoi ? C'est un prescripteur qui dit, par exemple, moi, j'ai 2-3 projets, un archi, par exemple, qui dit j'ai 2-3 projets en ce moment où j'aimerais réfléchir à ça. Il va venir voir qui ? Alors ça, il vient voir qui ? Tu vois, au syndicat, parce que je lui dirais de se rapprocher du groupement, mais il y a qui ? Il y a quelqu'un qui s'occupe. S'il a identifié sa problématique, si effectivement il a un besoin besoin précis. Tu vois, la problématique sur un sujet comme ça, elle est énorme, quoi. Il va rentrer peut-être par un de nous.
sur un sujet. Souvent, et c'est Et l'un de la nous qui thématique va va venir être ouvrir. présentée à tout Et vous, l'ensemble après, des vous vous personnes. réunissez, vous allez dire, il y a ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'à une époque, on a travaillé énormément sur les prescripteurs, donc les archis. Ouais. Mais le prescripteur, il va prescrire Bloom, il ne va pas prescrire pour faire le buzz pour la totalité des équipementiers. C'est un peu dommage parce qu'il peut perdre une compétence, un savoir-faire. Donc depuis peu, là, par exemple, quand on parlait d'Anaïs, ça disait on est très actifs, voilà. Le salon, là, c'est nous qui sommes force de proposition pour dire on va faire ce salon, on va tous prendre nos stands les uns à côté des autres, on va se faire ce projet. Donc de plus en plus, on se met de la visibilité. On s'est rapproché d'une société de communication également pour dire, voilà, pour faire un petit peu Vous mettre en avant un peu, quoi. Et parler Oui, d'une c'est seule ça. voix, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Avoir un esprit de cohésion aussi entre C'est ça. vous, quoi. Ouais. Et puis Parce que pour c'est ça qui est répondre à votre difficile. question, Vous avez tous votre propre entreprise, vous On avez est tous. complètement indépendants. on a Donc c'est rien à ça qui voir. est difficile, c'est que vous êtes tous indépendants. Il faut mettre en avant un projet sans mettre en avant l'un par rapport à l'autre. Ça se fait tout seul Ouais, par rapport ça se fait. au projet commun que vous avez, mais c'est pas facile à mettre en place. Je comprends que quand il y a 14 entreprises autour de la table, forcément, il y en a qui essayent de. Le but, c'est qu'ils tirent pas trop la couverture à eux, ça se fait et que ce soit un projet de groupe, quoi. Ça se fait assez bien, c'est-à-dire Ouais, qu'on c'est a très tous cohérent. nos objectifs de communication qui sont différents, nos budgets, nos orientations marketing qui sont différentes, mais au sein du groupement, on essaye de trouver une thématique, un sujet de fond commun sur lequel on arrive à se rallier et puis à définir un objectif. Donc c'est le cas de Coom, mais ça a été le cas de pas mal de sujets auparavant. Donc globalement, c'est assez naturel, et puis il y a toujours des thématiques d'actualité qui nous rapprochent, on va dire. Et puis je dirais que quand l'objectif de départ est d'apporter quelque chose à l'artisan, ça résout déjà pas mal de discussions. Parce que ça motive beaucoup de pros déjà. Oui, tout le monde dit bon, allons-y et apportons quelque chose d'inspirationnel, si on peut dire, à l'artisan, etc. Donc le constat ou l'objectif qu'on se fixe, c'est d'être utile. Ok. Et Après, d'apporter qu'est-ce qu'on vraiment peut des amener réponses et d'autre des solutions. Comme beaucoup de producteurs de machines, on a un showroom. Mais si tu viens dans le showroom et qu'on t'a envie de voir comment, je sais pas, on usine un plan de travail ou un meuble, un côté de meuble, une porte, machin truc. Là, on ne fait pas voir que ça. On apporte aussi, on peut demander à Aréo, qui fait des bandes de chant, qui fait partie des équipementiers, de venir. On peut demander à Bloom et on montre comment on insère, quel type d'usinage. Quelquefois, il y a des usinages qui sont très particuliers. Donc, on n'amène pas une seule solution. On est apporteur d'une solution un peu plus globale. Ouais, c'est un package, quoi. Vous avez la réflexion et la mise en application aussi, quoi. C'est ça. Puis on est rarement 14 concernés par un même projet. Enfin, il y a un moment Bien donné, sûr. Hein. on se rend vite compte qu'il y en a 3-4 d'entre nous là sur ce projet ça a un sens qui répondent à ce projet-là et pas les autres. Et dans ce cas-là, ça se dit comme ça, quoi. Ouais, mais tu vois, autant ça me paraît assez logique comme raisonnement sur des groupements d'artisans, sur des pros qui se regroupent en disant tiens, ça c'est un gros chantier, j'arrive pas à le faire tout seul. Autant j'ai pas souvenir de l'avoir vu chez des groupements d'industriels ou de fabricants. C'est pas très commun, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça sort quand même de l'ordinaire, quoi. C'est pas une démarche qu'on a l'habitude de voir. Justement, il faut pas avoir peur, faut sortir de sa zone de confort. Il faut être force de proposition, il faut être innovant. Si tu restes dans ton coin et que tu fais voir des machines, qu'est-ce qui pourrait... Moi je dis souvent à mes vendeurs, quand tu arrives et tu frappes à la porte d'un atelier que tu connais pas, peu importe la taille de l'atelier, et tu vois que des machines de la concurrence. Je fais la même chose. Ok. Et moi, je suis content avec mon. Donc, il faut cultiver. C'est quoi la valeur ajoutée? Quelle est notre valeur ajoutée quand on va rentrer, quand on se présente à un client? C'est ça sur lequel qui fait foi et qui fait fond quand on fait du commerce. Et là, on essaye, de par cette diversification, nous, on est open même à la concurrence parce que c'est ce qui fait bouger les tendances. Si on ne bouge pas assez vite et que l'autre le fait, on a intérêt à le faire à la même vitesse, voire un peu plus vite, parce que sinon, on va se faire dépasser. Donc, on essaye d'être d'être un peu créatif et cette mutualisation de compétences fait que on n'est pas simplement un fournisseur. On est un ensemble de fournisseurs et tu peux y aller tranquille. Les bichons, on peut y aller tranquille. Ça va fonctionner parce que on peut pas faire la promotion de nos potes ou vous êtes concurrents de par votre métier, mais là vous bossez ensemble, quoi. Le but c'est un projet commun. C'est un réseau. Parce que même vous, Bloom, vous avez des concurrents qui sont dedans. Bies, pareil, vous avez des concurrents qui sont dans le groupement. Dans le groupement d'entreprises, mais vous allez tous dans un même objectif, quoi. C'est vraiment... Tout à fait, c'est vraiment d'apporter des solutions, de l'innovation, du conseil
et quelque chose de global, en fait, finalement, en solution. Et d'ailleurs, là, on parle de co, mais le groupement des équipementiers est actif au quotidien sur notre blog, qui s'appelle Solutions Agencement, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., où on communique, on envoie de l'info sur un projet, comment a été résolue une problématique bien particulière sur un projet, sur un chantier. Toutes les semaines, on envoie de l'info complémentaire et utile. Et là, vous avez une info commune à vous. C'est-à-dire, c'est une boîte de marketing ou vous qui gère la communication de tout le monde. Exactement. Alors, un jour, on va parler d'un chantier où LMC est intervenu à trouver une solution, mais peut-être que c'était en même temps sur un même chantier avec l'INAC, ou ça va être Bies qui va montrer, pareil, une réalisation sur un chantier bien spécifique. C'est trouver de la solution, trouver de l'innovation, donner de l'info. Ouais, non, mais... Au final, c'est vertueux parce que l'idée, c'est d'amener des solutions, d'amener un autre éclairage. Comme disait Laurent, c'est de raconter aussi une histoire à l'agenceur. Il dit, voilà, on a telle possibilité, on a telle expérience. Et finalement, le client, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est d'être en face de gens qui connaissent, qui savent comment faire, qui ont déjà expérimenté la techno, etc. En fait, l'idée, c'est communiquer sur la finalité. Et à travers la communication sur la finalité, communiquer sur notre produit. C'est ça. On peut montrer une machine, une charnière, mais est-ce que ça fait sens dans la mise en application? Qu'est-ce que ça permet de faire, voilà. C'est au service des espaces et des donc, utilisateurs. Ça, ouais, c'est ça. Et moi, si je retiens un seul aspect positif du Covid, c'est que ça vous a un petit peu sorti chacun de votre bulle. Ah bah, carrément. Et un peu. Non, mais ça vous a. Je trouve ça a posé beaucoup de problèmes, mais je trouve ça super bien parce que vous auriez pu rester dans votre coin, etc. Et puis peut-être dans quelques années ne plus être là parce que vous aviez refusé d'évoluer, etc. Mais vous avez vu qu'il y avait un truc qui allait pas, qu'il fallait évoluer, et vous vous êtes dit, on va se regrouper, on va faire un truc, on va voir ce qu'on peut amener comme solution. Et c'est aussi se remettre en question, et comme tu disais tout à l'heure, se remettre en question, quand tu es un gros groupe industriel, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Non. Donc ça, si je retiens un truc du Covid, c'est que les entreprises ont pris conscience qu'il fallait travailler ensemble et pas spécialement l'un contre l'autre, quoi. Et honnêtement, c'était pas gagné il y a une dizaine d'années, quoi. Donc, surtout avec des systèmes de communication complètement différents. Ouais, exactement. C'est plus les mêmes canaux du tout, quoi. Donc, bon, là, on attend un peu le chaland, mais on peut se poser la question parce que pendant 2 ans, je voudrais pas dire ça, on s'est passé de salon et le business a continué de tourner, quoi. Donc c'est pas qu'on va arrêter, on va continuer, mais c'est complémentaire. En tout cas, on a une autre forme de présentation. Les salons, ils ont changé. À l'époque, c'était ton showroom. Tu vois, c'était comme les boîtes qui n'avaient pas de showroom, qui allaient sur salon, etc. Pour moi, maintenant, c'est vraiment ce que vous essayez de mettre en place justement dans ce projet, c'est montrer ce qu'on peut faire, mais direct en application. Quel est le besoin et comment on peut combler ce besoin? Avant, c'était pas ça. Hein. Alors, si je peux me faire, je vais faire l'article sur mon stand. Si vous venez au SICA 128, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai pris un risque. J'ai pas 20 machines comme mes confrères exposées. J'ai pas de scie à panneaux, de plaqueuses de champ, alors qu'on en vend beaucoup sur le territoire français. Par contre, j'ai Parcours de l'innovation où tu as une petite vitrine, on montre notre savoir-faire, une application avec une vidéo, tu scannes, tu prends toutes les documentations que tu veux, mais il n'y a pas la machine. Physiquement, elle n'est plus là, c'est terminé. Après, on a travaillé beaucoup, on travaille énormément en amont de la filière avec les centres de formation. On a travaillé par exemple avec l'AFPIA de Montaigu qui nous a mis avec les systèmes de lunettes HoloLens. Ils ont développé un software 3D où tu achètes ma machine, par exemple. Là, on montre une Rovera. Pour faire le buzz, on l'a mis, la Rovera, en plein milieu de l'entrée du hall. Ouais, j'ai vu. Ouais, et c'est assez sympa. On voulait le mettre sur le stand d'un compétiteur, mais on ne sait pas s'il aurait apprécié l'humour. Donc, on l'a mis dans le hall. Et ça, c'est sympa parce que ça peut paraître gadget. Non, c'est pas gadget du tout. Si tu as l'aspect sécurité, par exemple, tu dois mettre ta machine, mais tu as une ouverture. Si tu as ton système d'aspiration que tu veux pas refaire, je sais pas, toute la plomberie dans ton bâtiment, bah, tu viens, tu positionnes la machine et tu peux la tracer au sol avec une efficacité redoutable. Et tu sais que ça va rentrer, quoi. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Avec des lunettes 3D en réalité virtuelle. Lunettes 3D, mais on n'a pas fait que ça. On a fait l'académie. On parle sur des thématiques. Toutes les 45 minutes, on fait intervenir
venir plein d'intervenants On a extérieurs. compris que c'était des geeks chez Bies en fait. Ah, mort. Ils ont basculé dans le 3.0 là déjà. Bah, on a appris du Covid. Ouais, mais le salon a beaucoup progressé aussi. Eurobois, là, tout à l'heure, moi j'ai fait le tour, je vais aller faire le tour tout à l'heure quand tout sera complètement ouvert. Mais ça a beaucoup progressé, ça se voit sur les stands que c'est plus juste montrer, nous on est les meilleurs, on est les plus forts, etc. Ça a vraiment changé de mentalité et je trouve que c'est une bonne chose. La plus grosse illustration, c'est ce village des équipementiers, Ah ouais, quand même, qu'on mais se soit tous mis autour. tous ensemble autour d'un même stand. projet. Des Français Voilà. en plus. J'ai jamais vu, Ça, c'est hein, extraordinaire. ouais, parce en que, effet. Donc J'ai les jamais bichons, venez sur Eurobois. Alors, il faut venir. Alors, on Il y a va des faire du choses à voir. cocorico. Venez, on Venez profite. sur Eurobois. Et vous pouvez venir. Il y a à voir. Et c'est cocorico. Hein. Là, c'est. Alors, même si on a des groupes qui sont danois, C'est autrichiens, l'Europe, italiens, hein. mais c'est On des est en entreprises Europe, ouais. ou des filiales qui sont des impulsions françaises françaises. et qui se sont dit allez, on se regroupe, on y va tous ensemble. Et on sort quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et on fait vivre plus une expérience qu'en effet un showroom. Là, Bientôt aller au cinéma pour aller au salon maintenant. Mais non, mais c'est vrai que sur le stand Com, il va y avoir des interviews tous les jours de J'ai vu qu'il y avait des clients. interventions. Ouais, c'est hyper intéressant. On vient faire parler nos clients de projets, de problématiques qu'ils ont au quotidien. C'est rapide, c'est 15 minutes, mais ça permet de venir s'enrichir. Et alors, on n'est pas là pour aller regarder stand par stand et effectivement voir des showrooms. On est là pour apprendre des choses, écouter, partager. On voit que la démarche, elle est quand même différente, quoi. Ah oui, totalement. Ouais. Donc, On parle de projet. Ouais, c'est tout à ça. fait. Mais déjà, rien que le vocabulaire a changé. Hein. Depuis tout à l'heure, les bichons se feront leur idée, mais votre vocabulaire, alors pas spécialement à vous, mais on voit que vous avez changé sur la façon de présenter les choses. C'est pas, vous auriez pu très bien être là autour de la table à faire la pub de votre boîte en disant ma boîte c'est la meilleure, machin. Et on sent vraiment que vous êtes autour d'un projet. C'est le but de la table ronde, hein, c'est de parler d'un sujet et d'un projet. Mais là, ça prend tout son sens sur le salon. Moi, j'invite vraiment tous les bichons, parce que je pense qu'on a bien présenté le projet. J'invite vraiment tous les bichons à se joindre à nous et à venir nous voir sur le stand de Co-Home. N'hésitez pas à les saouler, hein. Vous pouvez leur dire moi je voudrais voir Laurent, je voudrais voir Anaïs, je veux Avec voir plaisir. Wilfried, je veux voir Rachel. Allez-y, je vous ai vu hier, posez-leur des questions. Même s'ils ne savent pas y répondre, ils vont vous orienter. Ils vont vous dire bah tiens, on a dans le groupement, on a telle ou telle personne qui fait ça. N'hésitez pas à aller les voir et à leur demander en fait de vous filer un petit coup de main, parce que je pense que c'est le maître mot qu'on aura sur le salon, c'est l'entraide et le conseil. Tout à fait. Exactement. Je persiste. Je vais mettre le mot de la fin, ça sera ça. C'est entraide, conseil, Eurobois. Allez-y les yeux fermés. Et puis n'hésitez pas parce que ils sont bien ouverts. Hein, vous pouvez y aller. Hein. Tout à fait. Bon, on va dire bye bye à tous les bichons. Et puis venez nous rejoindre. On vous attend avec impatience. Ciao ciao les bichons.